Salut, je m'appelle Claire et ici je mélange ma passion pour la lecture et le féminisme, la politique en général, l'histoire et bien d'autres choses. Parce que tout est lié, tout est politique et c'est ça qui me passionne. Au lieu de suivre une ligne droite toute tracée, je te propose plutôt à chaque fois de suivre un filament différent du mycélium. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Ah, l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui a pris une proportion démesurée en vraiment très peu de temps, et ça fait au moins 1 an que je tourne le sujet dans tous les sens sans savoir par quel bout le prendre, tant il y avait à en dire. Donc j'ai décidé de te proposer un épisode en 2 parties, un peu différentes de d'habitude. Dans le premier, je vais recevoir une invitée pour parler d'un angle qui me paraît essentiel et vraiment pas assez abordé, et dans un deuxième épisode, on fera un truc un peu plus classique pour parler des autres problèmes sur lesquels on aura forcément fait l'impasse avec Isabelle. Et petit disclaimer, avant de commencer, les propos tenus dans cet épisode n'engagent qu'Isabelle et moi. Et maintenant, place à l'entretien. Aujourd'hui, je reçois une invitée, donc bonjour Isabelle, merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler d'intelligence artificielle avec moi. Bonjour Claire, je suis absolument ravie. J'adore le sujet. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que je te l'ai proposé. Donc je vais te laisser te présenter rapidement. Mais déjà, on pensait qu'il était intéressant de dire: «Pourquoi toi? Pourquoi moi?» Donc pour mémoire, Isabelle, tu es comme moi cofondatrice de Révolution Inclusive et il se trouve que toutes les 2, on a été amenées à préparer un arpentage sur l'intelligence artificielle pour aider les autres membres de Révolution Inclusive à se familiariser avec le sujet. On précise que ce qu'on va dire là n'engage que nous 2, on n'a pas consulté les autres, mais ça n'engage que toi et moi. Donc voilà, on se positionne en tant que personnes qui ont lu pas mal de trucs, on s'est pas mal renseigné, mais on n'est pas des, des ingénieurs de l'intelligence artificielle, loin s'en faut. Pas du tout. On est plutôt pas trop fan, on va dire. Petit spoiler, on n'est pas hyper fan. Et aussi, en tant que traductrice, ça fait 10 ans qu'on voit les choses évoluer, pas forcément pour le meilleur, et c'est aussi pour ça qu'on voulait en parler. Donc la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est essentiellement donc pour l'intelligence artificielle générative, c'est quoi ce monde d'après? C'est quoi ce monde qu'on nous prépare? Mais d'abord, je vais te laisser te présenter si tu veux. Oui, donc je suis traductrice indépendante depuis 2001. Donc à l'heure de l'enregistrement, ça fait 24 ans. Avant, j'ai eu une autre vie professionnelle. Et puis en 2015, j'ai, on va dire, relié mes convictions féministes avec mon métier de traductrice et j'ai créé une formation au français inclusif. Petit à petit, c'est devenu aux langues inclusives d'une façon générale, parce que c'est pas uniquement le sexisme qu'on combat avec cet outil très puissant qu'est la langue, et puis aussi parce que la bataille vaut dans toutes les langues. C'est pas uniquement dans le français qui est une langue très genrée. Il y a aussi des batailles à mener contre le sexisme et d'autres critères de discrimination dans toutes les langues, parce que c'est un sujet universel. Donc voilà un petit peu pour mon parcours professionnel. Et puis aujourd'hui, je viens d'entamer un doctorat, donc je fais de la recherche en traductologie sur ces aspects des langues aménagées, des langues avec intention. Voilà, je cherche encore un peu la formulation. Et puis tu l'as dit, mais je suis cofondatrice avec toi et d'autres collègues de la collective Révolution Inclusive. Oui, donc dont le nom, comme le nom l'indique, spécialiste du français inclusif sous toutes ses formes, pour le dire simplement. Vous aviez d'ailleurs entendu Charlotte l'année dernière, on avait parlé de «La langue est-elle politique?» Encore un vaste sujet de débat. Mais aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et je te laisse dire, ce que tu en penses. Tu peux commencer à sortir les cartouches. Ouais, on sort les cartouches, mais je vais faire un peu ma linguiste aussi, parce que c'est bien de définir, hein, les Ah choses, bah, vas-y. parce que les mots ont un sens. Même plusieurs des fois. Ouais, 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 même plusieurs des fois. Donc je pense que cette histoire d'intelligence artificielle, c'est quand même, essentiellement un enfumage marketing, en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas d'intelligence et en l'occurrence, oui, c'est très, très artificiel. Donc qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Mais en fait, c'est du code, hein, c'est du code, c'est de la programmation informatique, c'est du logiciel, rien d'autre. Donc C'est pas de la magie? on nous vend des non, il y a pas de magie, il y a pas de sorcières. Il y a d'ailleurs peut-être éventuellement des sorciers ou des magiciens, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un domaine, la programmation informatique est un domaine largement, masculin déjà.
et ce qui explique aussi ça, plus le corpus, explique que, on y retrouve, beaucoup des biais de nos sociétés actuelles. Alors le corpus, c'est les données qui ont été données à manger Ouais, ouais, ouais. à l'algorithme. C'est ça, quand on parle de corpus, c'est soit tous les textes, soit toutes les images, soit tous les sons, et cetera, Ouais. et qui sont effectivement, biaisés. Voilà, et qui sont biaisés, et comme, donc cette programmation informatique, en fait, elle va, gérer cet énorme, amas de données, ce qu'on appelle le big data, de façon statistique. En gros, c'est, si on simplifie un peu à l'extrême, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en fait pas tant. Qu'est-ce qui est, le plus probable de survenir après le mot, «le», ou après le mot, «manger», et c'est tel mot. Et voilà, donc c'est vraiment de la gymnastique, statistique. Donc en fait, c'est en ça que certains auteurs parlent de tragique, hein, plus que magique. C'est-à-dire qu'on sait la fin de l'histoire. On sait ce qui va Oui. advenir parce que c'est statistique. Donc il y a absolument rien. Et même moi, le premier reproche que j'aurais à faire, c'est que c'est moyen au sens littéral du terme. Ça prend la moyenne des choses. Ça peut pas être excellent ou formidable parce que ça cherche la moyenne. Et donc, est-ce qu'on a envie de quel monde d'après on veut? Est-ce qu'on veut un monde moyen? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Mmh, c'est ça. Je voulais aussi te laisser te lancer sur un sujet que tu aimes bien, c'est que dès qu'on a commencé à dire: «Mais c'est un petit peu de la merde votre truc», tout de suite il y a cette accusation de technophobie: «Ah vous aimez pas l'innovation, machin», c'est l'accusation qu'on te fait pour ne pas t'écouter, et toi je sais que tu as des choses à dire dessus. Oui, alors on peut faire, un petit, retour historique, hein, parce que c'est pas nouveau que des ouvriers, ouvrières, des personnes à qui on impose un outil, de travail, refusent cet outil de travail parce qu'ils et elles y voient un danger pour leur savoir-faire, pour leurs compétences. Il y a plein d'épisodes dans l'histoire, notamment des Ludites. On a vu, à Lyon, dans les ateliers de tissage, des révoltes assez, violentes, où les ouvriers, ouvrières ont cassé, littéralement brisé leur outil de travail. Alors, donc c'est pas tant la nouveauté, la mécanisation, encore qu'on pourrait s'interroger, mais ça nous emmènerait beaucoup plus loin que ton podcast, Claire, mais on peut quand même s'interroger sur, l'utilité, quel demain ça dessine, quel avenir ça dessine pour le travail. C'est-à-dire que nous, en tant que traducteurs, on utilise depuis 25 ans, enfin moi je j'ai jamais utilisé de machine à écrire dans ma profession de traduction, donc ça fait plus de 25 ans qu'évidemment on est sur informatique, et que tous les 6 mois, les logiciels qu'on utilise évoluent. Donc soit on utilise des nouveaux logiciels d'aide à la traduction, de mémoire de traduction, si on remonte un petit peu aux origines, qui nous ressortaient les phrases que l'on avait déjà traduites avec un pourcentage de déjà traduits, donc ce qui nous permet d'aborder un peu l'angle de le degré de précision et de pertinence de la proposition, je mets les guillemets, de la machine. Et puis aujourd'hui, les mêmes, plateformes des agences avec lesquelles on travaille, ou des grandes organisations, quand on travaille avec des grandes organisations en direct, ces plateformes où chaque traducteur vient travailler pour faire sa traduction, je parle de traduction pragmatique, elle évolue. Elle évolue aussi tous les 6 mois, donc nous qualifier de technophobes, il y a rien de plus faux, il y a rien de plus erroné. On est au contraire constamment, en tant que traducteur, à la pointe de la technologie, et on ne travaille plus avec des dictionnaires papier, nos recherches terminologiques se font en ligne, notre veille terminologique se fait en ligne, et l'action traductive, elle se fait en ligne aussi. Donc enfin moi ça me fait un peu doucement marrer, quoi. On n'est pas du tout technophobe, c'est pas là qu'est l'enjeu. C'est pas du tout Le problème, oui, c'est pas la technophobie, c'est le problème, c'est nous on pose la question de la politique derrière. Oh, êtes-vous surprise? On parle de politique sur ce podcast, c'est nouveau. exactement. C'est c'est quoi la valeur ajoutée du travail humain? Parce que tu parles de l'évolution des technologies en traduction, mais moi j'ai vraiment ressenti que c'est plus ça allait dans les années, plus les technologies de traduction qui étaient créées, elles étaient pas faites pour les traducteurs, mais pour, je sais pas moi, l'agence de trad, le client final, machin, pour automatiser plein de choses. Mais moi, je trouvais de moins en moins ma place, et on était de plus en plus quand même dans des carcans pour essayer
de nous faire rentrer dans un moule et il y avait de moins en moins déjà de créativité et c'est ça qui nous inquiète, c'est pas l'outil en soi, c'est jamais l'outil en soi, c'est toujours l'idéologie qu'il y a derrière. Même si l'outil en soi de l'IA a aussi des problèmes et on en parlera sûrement dans un prochain épisode, parce qu'on n'aura pas le temps de tout couvrir aujourd'hui. Non, je crois. Oui, c'est un outil discutable, très discutable. Mais au-delà de l'outil, là, on veut vraiment parler du système aujourd'hui et pour pouvoir remplacer les humains, enfin, je crois que c'est Starhawk qui avait cette phrase, c'est qu'on va essayer d'humaniser les machines. Alors, il y a 70% des utilisateurs qui vont dire bonjour à ChatGPT. Et par ailleurs, on va déshumaniser les humains, mécaniser les humains. Et c'est ça, vraiment, le truc qui nous gêne, en fait, fondamentalement. Bah, complètement, complètement. C'est-à-dire que, le travail, l'opération de la traduction, c'est vraiment un effort cognitif et on traduit pas des mots. On traduit une idée, on traduit un message, on traduit un contexte. Mmh. Donc évidemment, pour traduire des mots, ça pourrait fonctionner, encore qu'on a plein d'exemples et encore la semaine dernière, j'étais, vraiment étonnée d'une erreur, pareille, enfin d'une incohérence dans une traduction automatique. Donc il y a derrière tout ça, il y a une espèce de recherche de mise en mathématiques de la langue et la langue, Ouais, c'est ça. ben ouais, mais c'est pas du tout mathématique, c'est pas du tout des équations, c'est une expérience, c'est un vécu, c'est des connotations, c'est un sous-texte, c'est un entre-texte, c'est un contexte. Donc voilà, on sait comment les expressions idiomatiques ne sont pas traduisibles mot à mot, mais aussi toute l'expérience humaine. Umberto Eco appelle, l'habitus, un peu le bagage, notre bagage, comment dire? Culturel aussi, et d'expérience et dans ça, il y a plein de strates. Il y a la strate de l'époque, c'est-à-dire qu'on traduirait pas, une œuvre, même une traduction pragmatique, sans même parler de littérature où il y a encore plus de culturel, mais Mmh. un chapitre de site, web ou d'information d'une entreprise, Mmh. on le traduirait pas aujourd'hui comme il y a 50 ans ou il y a 30 ans. Ce contexte, temporel, chronologique, il y a le contexte social. La langue, elle charrie aussi toute cette connaissance, ce marquage, ces connotations. Donc, ben non, les machines, pardon, mais on peut pas mettre la langue en mathématiques. C'est une autre langue, c'est pas possible. Ah, les maths, c'est une langue, mais et l'humanité non plus, l'expérience humaine non plus. Mais je voulais revenir aussi sur quelque chose que tu as dit, l'intelligence artificielle, elle n'est pas intelligente, par contre, elle est très artificielle. Et j'aimerais questionner ça aussi. Est-ce qu'elle est vraiment si artificielle? Parce que derrière la magie de «Oh ChatGPT, fais-moi un truc Ghibli», alors que Miyazaki ou conchit l'intelligence artificielle. «Fais-moi un truc», là on avait l'armée israélienne qui fait des images avec Ghibli, alors que non seulement Miyazaki est contre l'IA, mais il est aussi contre le militarisme. Et on arrive sur un viol moral complètement... Enfin, Oui. ça n'a aucun sens en fait. On a pris l'esthétique Ghibli, mais il n'y a plus du tout le fond derrière. Mais donc, ça c'est un peu le truc que tout le monde a vu, mais tout l'IA, c'est du pillage, donc du pillage de données, des traductions, les vidéos YouTube qui ont été faites. S'il y a des gens qui ont sous-titré des vidéos bénévolement, et ben après elles ont été pillées par l'IA et après on vient vous le revendre derrière. C'est chaque fois que vous avez rempli une captcha ou écrivez les chiffres que vous voyez, c'était pas pour vérifier si vous étiez un robot, c'était pour pouvoir aider l'IA à décrypter des trucs qu'ils n'arrivaient pas à lire. Bref, et il y a aussi, je sais pas si on aura le temps d'en parler là beaucoup, mais il y a encore aussi des gens qui sont payés de la merde dans des pays du sud global Mmh. essentiellement, pour aller alimenter ou modérer, etc., l'intelligence artificielle, et qui en plus ça va créer des... Ça, psychologiquement, ça peut être très destructeur quand on voit des horreurs 8 heures par jour à devoir clic, clic, clic. C'est ça aussi quand on dit les humains sont mécanisés, c'est aussi ça. Il n'y a pas que de la magie et juste de l'électricité qui passe dans des câbles. Il y a aussi des vrais gens derrière qui sont sous-payés, pas syndicalisés, syndiqués, etc. Mmh. Le Mmh. classique package capitaliste. Et c'est pas artificiel et encore moins magique. Ah oui, complètement, complètement. Quand on dit qu'effectivement, il y a rien d'humain dans tout ça, bah oui, c'est très déshumanisant pour, quelqu'un de devoir valider, des photos de violence, des photos de viol, pour «entraîner» entre guillemets la machine, pour entraîner à reconnaître. Donc de ce côté-là, c'est pas humanisant et puis encore une fois, sur notre métier de traducteur, ça n'a rien d'humanisant de devoir en fait,
ce qu'on nous propose Oui. aujourd'hui, là, à l'étape où on en est, c'est de faire du contrôle qualité de la machine. Donc on continue encore à se tirer une balle dans le pied en entraînant une machine à être, plus fine dans ses propositions de traductives. Alors que pour nous, les Chiant. C'est chiant, en fait, c'est chiant. alors déjà, c'est vraiment ça n'a aucun intérêt. On en arrive à parler à son ordinateur tellement on doit relâcher de colère devant la non-pertinence des propositions et en plus l'effort cognitif n'est pas du tout soulagé. C'est-à-dire que dans tous les cas, si on veut traduire, il faut prendre connaissance de, la phrase, du texte, du message, du segment, on parle, source, le comprendre, donc c'est une lecture active et ensuite proposer une traduction. Donc de toute façon, même si la machine, l'écran nous propose, une traduction, Mmh on mh. est de toute façon obligé de faire cet effort pour le valider, l'invalider. Après ce qu'on voit, ce qu'on appelle le biais d'ancrage, c'est que, cette Oui. validation, elle est de moins en moins critique. C'est-à-dire que par lassitude, mais même sans faire de grève du zèle ou de sabotage conscient, on va de toute façon être, plus, incité à valider ce qui est proposé plutôt qu'à chercher quelque chose et c'est là où ça devient dangereux aussi parce en on met en cause, bah, notre esprit critique, on désapprend à traduire et c'est là où il y a une vraie perte de compétences. C'est-à-dire que possiblement dans 10 ans, on n'aura plus de traducteur. Et perte de compétences, c'est quand on l'a eu, parce que c'est vrai que moi je posais la question, j'ai dit: «Mais les jeunes qui commencent à faire de la formation», j'ose même pas leur répondre quand j'ai des questions sur LinkedIn parce que je pense que je vais leur dire d'aller élever des escargots de course, mais Les escargots de course, oui, par exemple. parce qu'au début, de notre carrière, on a fait un peu de la merde, on a tâtonné, on a fait des traductions qui étaient pas très satisfaisantes et cetera. Moi, je sais que j'ai beaucoup progressé quand je relisais, alors ce qui n'a aucun sens professionnellement, mais c'est ce que les agences qui veulent baisser les coûts faisaient déjà il y a 10 ans et encore maintenant. Je relisais une traductrice qui était beaucoup plus compétente que moi. Donc là, j'en étais vraiment à dire: «Ah, tu as oublié un S là». Enfin, en gros, j'avais rien à dire. Par contre, j'observais comme elle faisait et j'apprenais. Tu apprendras pas la même chose en relisant ChatGPT ou enfin, c'est pas ChatGPT qui traduit, Non, mais non, j'avoue que les propositions des algorithmes seront pas enrichissantes du tout. et voilà et pour la rédaction, c'est pareil, le dessin, le machin, j'en sais rien. Enfin, le cerveau se forme en faisant, quoi qu'on fasse. Que ce soit un créneau, une tarte aux pommes ou, une traduction, Oui. le cerveau se forme en faisant. Mmh. Et si on n'a pas enfin, faut qu'on ait le droit de se tromper aussi parce que bizarrement, le fait que, je sais plus, 75 des recherches sur, par IA, sur Google soient mauvaises, ça dérange personne. Mais, toi, par contre, tu as pas le droit de te tromper, sinon tu perds ton boulot, quoi. Exactement, exactement. Non, c'est pour ça que c'est important. Alors après, je vais pas non plus jeter le bébé, dans l'eau avec l'eau du bain. Il peut y avoir des applications intéressantes, au contraire, qui vont peut-être venir sécuriser les failles humaines. Je vois par exemple, bah, Oui. l'interprétation ou le fait de déceler une tumeur sur, une imagerie médicale. Bon, bah, là, il peut effectivement y avoir une faille humaine, qui va pas le déceler suffisamment finement ou des symptômes très, très précoces, on va dire, et à ce moment-là, l'outil vient, renchérir, border, contrôler, poser des limites, aux capacités humaines. Donc Mmh. là, pourquoi pas? Et même, je dirais à la limite, pourquoi pas proposer, faire des propositions comme on peut le voir dans des outils de correction orthographique, moi j'utilise Antidote. Bon, bah, là aussi, il y a de la programmation logicielle. Alors est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou pas? Pour moi, c'est de la ligne, c'est du programme, logiciel, c'est de la ligne. C'est pour ça que c'est plutôt l'intelligence artificielle générative qui pose beaucoup de problèmes, et effectivement, il y a aussi Ouais, des utilisations, je sais, en termes d'accessibilité ou des personnes je sais pas, pour, une personne qui sait pas bien écrire, mais qui peut, faire une lettre de motivation et avoir un entretien d'embauche. C'est effectivement, il y a des implications, mais là où moi je borderais, c'est que ça justifie pas d'aller faire des photos militaires de Ghibli ou n'importe quelle, génération juste: «Ah parce que c'est rigolo, machin et tout». Et ça juste on est plus là et aussi, si c'est une technologie qui sert à la collectivité, pourquoi elle est dans les mains d'une poignée d'hommes qui sont, soit fascistes, soit, qui mangent dans la main des fascistes et qui décident tout à notre place?
C'est ça aussi le problème et c'est pour ça qu'on voulait vraiment parler du système et pas du Moins de l'outil. Mmh, mmh. il y a un entretien sur si je dis pas de conneries, c'est sur Blast. Je le remettrai de toute façon, vous aurez comme d'habitude sur le blog plein de sources. À la fin, je pourrais la remettre. De Yanis Varoufakis qui était, ministre de l'économie grecque pendant la crise de c'était 2008? La crise de la Grèce, la crise de la dette, je sais plus. Bref, dans les années 2010. Mmh. Quand l'Europe l'a rappelé à l'ordre sur son déficit et tout ça. Mmh. Et donc il parle beaucoup lui de techno-féodalisme, qui est encore pour lui l'étape au-dessus du capitalisme. Quand on est sur ce genre d'outils, on n'est même plus sur le capitalisme. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais il montre comment la solution à ces problèmes, par exemple Uber, ça a plein de problèmes, il parle des taxis, enfin des VTC. Mais en fait, on pourrait très bien imaginer la même application qu'Uber, mais un truc collectif où vraiment ça sert à la collectivité. Et on n'est pas en train de sous-payer des gens pour faire des trucs à la tâche, être payé à la tâche, etc. Parce que ça aussi, ça n'a pas d'intérêt. Un métier, ça va au-delà de faire des tâches. Exactement. Quand j'ai claqué la porte d'une grosse agence de traduction avec laquelle j'ai longtemps travaillé, je me suis rendu compte, mais ils calculaient le temps de travail en traduction, là que t'as gagné tant, que t'as gagné pas mal finalement en heures, mais je suis pas juste traductrice quand je fais la traduction que je vous livre le document. Il y a la formation, le marketing, la compta, il y a aussi quand on est malade et qu'on prend un congé maladie, quand on part en vacances. Il y a plein de choses. Il y a discuter le réseautage, faire des initiatives, des colloques, des séminaires, j'en sais rien. Il y a un métier. Et moi, c'est l'erreur que j'ai fait longtemps au début, c'est de me contenter de faire de la traduction. Et c'était une erreur complète. Un métier, c'est pas juste prendre une phrase, la traduire, faire entrer, reprendre la phrase d'après, traduire, faire entrer. Et c'est valable pour tous les métiers, hein. Nous, on donne notre exemple, mais Bien sûr. je vois l'autre fois, il y avait j'étais dans une formation en médiathèque et elle était folle de l'IA, la personne qui présentait ça. Et limite, j'en revenais pas. Et je crois qu'elle lisait le communiqué de presse d'OpenIA, hein, parce que c'était ah oui, on a bien fait attention à faire que l'IA n'ait pas de biais sexiste et raciste et tout ça, mais en fait c'est complètement faux. On sait bien que c'est faux, mais c'est marqué dans le communiqué de presse et donc du coup, elle nous dit qu'il n'y a pas de sexisme dans l'IA. Je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais il y en a, et du racisme, probablement même encore plus. Et elle disait, mais nous, de toute façon, notre métier, comme on a beaucoup de transmission, d'accueil du public, de liens sociaux, machin et tout, on peut pas être remplacé par l'IA. L'IA peut juste nous aider. Et là, j'étais, mais enfin, je l'ai pas dit à haute voix parce que je suis trop bien élevée, mais j'ai dit, mais t'es naïve. Si tu crois que l'IA va attendre d'être meilleure que toi pour te remplacer, Non. ça marche pas comme ça. Nous, on voit ce qu'on fait post-édition, c'est tous un peu plein de noms pour dire la même chose. Ils sont pas meilleurs que nous. Pas du tout. Mais ils nous remplacent quand même parce que ça coûte moins cher parce qu'on ne regarde que la ligne sur la facture. On ne regarde qu'un seul coût, le coût en argent, et on regarde pas le coût social, le coût de qualité, le coût d'image, le coût de j'en sais rien, le coût de la santé. Et puis toute la recherche qui a été mise en amont parce que c'est quand même des centaines de milliards de dollars. Alors là, ils se sentent un petit peu bêtes parce que, la société chinoise vient d'annoncer qu'elle avait fait ça avec quelques millions. Donc du coup, ça rebat un petit peu les cartes, mais, cet effet d'annonce et les chiffres absolument astronomiques, qui sont publiés montrent combien enfin ça montre la granularité, le degré d'importance qui est accordé à tout ça et ça, en fait, c'est un effet marketing parce que dans la réalité, il y a pas 10 du montant annoncé qui est réellement levé. Donc ça remet un petit peu les choses aussi en équilibre dans la balance et puis c'est que de l'effet marketing, c'est que de l'effet d'annonce. C'est-à-dire, «On va vous remplacer, regardez comme c'est formidable». C'est un discours marketing. C'est vraiment enfin derrière, il y a surtout des erreurs dans la réalité. Alors bon, il y a le contre-sommet de l'IA où des choses quand même importantes ont été dites qui contredisent cet effet, magique, bluffant, on a envie de jouer avec, voilà, que je comprends très bien aussi, hein. Mais pour revenir à l'exemple que tu donnais Claire de dans une bibliothèque, bah, si l'IA effectivement sait faire quelque chose, c'est justement peut-être lister des ouvrages et en faire un résumé. Donc je pense que peut-être cette personne n'en avait pas conscience, mais dans une bibliothèque ou dans, un stock,
l'IA, elle sait tout à fait effectivement lister. Mais c'est même pas de l'IA, c'est pas génératif. Mais c'est même pas le sujet, en fait. C'est qu'ils s'attendront pas, parce qu'effectivement, il y a des missions de bibliothèque qui sont hors de juste conseiller les bouquins. Ça va bien au-delà de ça, les missions en Bien médiathèque sûr. surtout en plus. Mais là où ce qu'elle oublie, c'est que c'est là que c'est un peu incohérent parce qu'à plusieurs moments de la formation, on nous explique que le vrai rôle du bibliothécaire, de la bibliothécaire, c'est pas ce qui va venir sauter aux yeux du grand public. Là, par exemple, typiquement les exemples grand public que tu viens me donner, bah en fait, ça, c'est peut-être Bien 10% sûr. du boulot, en fait. Et ils nous disent aussi que les mairies et compagnie ne savent pas non plus vraiment ce que c'est qu'un métier de bibliothécaire et qu'il faut aller leur expliquer. Ça, c'est tout à fait, on te dit ça le lundi, et le mardi, on vient de te dire que mais l'IA, ils peuvent pas nous remplacer dans ces missions. Mais le problème, c'est qui décide de qui va utiliser l'IA, c'est pas toi. Si le maire impose que l'IA soit utilisée et que toi, du coup, tu sers à rien, tu te dégages, parce qu'il comprend pas ton métier, Mmh. c'est quand même lui qui décide. Et c'est là le problème, Non. c'est pas nous qui décidons pour l'IA. Là, je vois, par exemple, on a dû, enfin, ça vire au harcèlement de partout, de utiliser l'IA. Vous utilisez activement l'IA. Non, une fois, j'ai cliqué accidentellement dessus alors que je voulais cliquer la ligne en dessous. C'est sur tous les outils, partout. C'est devenu, comme tu dis, le truc marketing. Il faut qu'il y en ait partout. Comme il fallait du 0% avec de l'aspartame il y a 10 ans. Moi, je sais pas. C'est exact. Pour moi, ça me fait le même effet. C'est vraiment le morceau de sucre là pour. Et du coup, le problème, c'est ça, c'est qui décide. Moi, personne m'a demandé si je pensais que l'IA pouvait me remplacer. Je ne le pense pas en tant que traductrice, ou même en tant que pour écrire ce podcast. Non, je ne pense pas. Parce que Mmh. l'IA, elle est dépolitisée par nature. Enfin, du coup, elle est apolitique de droite, comme tous les gens dépolitisés. Et elle pourra pas faire un truc de gauche. L'IA, elle sait à peine ce que c'est qu'une femme, puisque c'est des hommes, 75% d'hommes dans la tech, dans la Silicon Valley, c'est des hommes qui lui ont expliqué ce que c'est qu'une femme. Donc on peut s'imaginer la taille restreinte de corpus. Les femmes âgées, grosses, trans ou intersexes ou je sais pas moi, petites ou très grandes Mmh. ou pas ou racisées tout simplement. Enfin, il y a plein de types de femmes ou handicapées aussi ou LGBT. Enfin bref, toute l'intersectionnalité qu'on peut imaginer, elles vont pas être dans le corpus. Alors c'est sûr que bon, femme comme moi encore pour l'instant, toi peut-être encore un peu, mais plus pour très longtemps, tu peux te retrouver dans les Ah non, je suis ménopausée, hein. Je suis plus une femme, je suis ménopausée. commencer à être sur la corde raide pour être qualifiée de femme par ces gens-là, et ben, oui, mais c'est eux qui Mmh. décident, donc c'est eux qui ont raison. Ouais, ouais, ouais. Donc ça peut pas être génératif. Ça peut pas être génératif et ça peut pas être créatif. Ça ne peut que piller un travail qui n'a pas été enfin des sources qui n'ont pas été rémunérées, pas à leur juste valeur et en continuant d'exploiter. Donc, la question qu'on se posait aussi, en préparant ce podcast avec toi, c'était, bah, quelle place on laisse à l'imaginaire derrière tout ça? C'est-à-dire, si notre imaginaire, c'est de faire un gloubi-boulga, pardon pour la référence de boumeuse, c'est de faire un gloubi-boulga de l'existant, mais ça n'a pardon Casimir, mais ça n'a aucune espèce d'intérêt. Ça n'a rien de créatif, ça n'a rien de génératif, rien du tout. C'est voilà, donc faire du Ghibli sans Ghibli, ben non, en fait, on veut du Ghibli de Ghibli. Dans la politique qui va derrière, voilà, c'est ça. On n'aime pas Ghibli parce qu'ils font des beaux dessins, en fait. On n'a pas aimé Ghibli parce que les dessins étaient beaux. Ouais, ouais. Non, mais c'est super important de revenir à la base, c'est-à-dire, bah, on n'a qu'une vie, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en veut? Et qu'est-ce qu'on veut pour, nos enfants, pour les générations d'après, pour les autres et pour soi, qui soit suffisamment satisfaisant pour que, le jour où, on part et ben, on soit pas trop déçus, Mmh mh. d'avoir raté des trucs, quoi. Donc Tu parles des enfants et c'est vrai que moi j'ai eu ce côté, mais quoi? Quand on a le truc, donc on a cette IA qui détruit tous nos boulots et puis Bill Gates, là, très fier, on en rappelle, hein, Bill Gates, c'est pas un prolo qui sort du caniveau non plus, hein. Ses parents étaient riches avant qu'ils soient riches. Bref, remettons un peu d'histoire dans le truc. C'est qui vient nous dire que oui, tous les métiers pourront être remplacés par l'IA. Et tu te dis, ok, d'accord, admettons qu'il ait raison. Après, on a Elisabeth Borne, qui est désormais ministre de l'Éducation, qui explique que les enfants devraient se positionner pour faire carrière dès la maternelle.
Comment c'est possible? Parce que oui, effectivement, moi je me suis dit il y a 5 ans: «Ah, je vais me réorienter parce que la traduction, je suis de moins en moins alignée avec ce qu'on nous demande de faire, machin et tout. Je vais faire de la rédaction. Le temps que je me forme et que je devienne compétente, pouf, ah bah non, mais on a l'IA pour la rédaction». Et je sais que si je me réoriente sur autre chose, il y aura toujours quelqu'un pour me dire que l'IA le fait aussi, et si quelqu'un veut pas payer, il voudra pas payer. Et j'étais: «Mais c'est quoi? C'est ridicule! Pourquoi on n'est pas en train de, repenser complètement notre rapport au travail?» Et c'est là que on va pouvoir rentrer en mode fangirl toutes les 2. Oui, Pourquoi Bernard Friot n'est toujours pas président? mais c'est scandaleux, c'est Donc scandaleux. je repine juste pour celles et ceux qui l'auraient pas encore écouté, qu'on avait déjà commencé à parler de Bernard Friot dans l'épisode 12. Et je finirai sûrement par refaire un épisode dessus, parce que je suis en train de lire un super livre, sur le même sujet. Mais donc voilà, c'est quelqu'un qui, en 2 mots, qui a une théorie économique, enfin c'est un économiste, hein, il a vraiment réfléchi son truc, c'est pas un hippie qui a fumé 3 minutes de la beuh et qui dit: «Ah j'ai une super idée!» Le truc est vraiment réfléchi, chiffré, étayé et cetera. On mettra toujours pareil des ressources, en description, qui propose de voilà, de, ce qu'il appelle le salaire à vie, qui n'a rien à voir avec le revenu universel et qui ferait qu'on toucherait un salaire de 18 ans, je crois, c'est ce qu'il propose, de 18 ans à sa mort, et un peu comme les retraités touchent, une retraite avant de travailler, que le salaire précéderait le travail, ce qui fait que ça repenserait complètement notre rapport au travail, puisque tous les trucs qu'on fait parce qu'on est obligé, que ah bah je fais l'IA pour aller plus vite au boulot parce que de toute façon mon patron il me fait chier, bah du coup tu fais plus du tout, puisque tu vas plus au boulot, tu ne fais que ne restent que les métiers, les activités en général qui ont de la valeur. Et toutes les activités qui sont actuellement pas payées, que ce soit semer tes petits pois, t'occuper d'enfants, ou tout ce qu'on pourrait imaginer, ou faire ton cosplay en jouant au JDR, c'est pas considéré comme du travail, tu ne cotises pas, ça n'a aucune valeur, alors qu'en fait, tu fais de la créativité. Là, on est à fond dans l'imaginaire, tu es dans le lien social, tu vas cuisiner pour manger pendant ta Mmh. partie, enfin, tu vas faire plein de choses. Et là, ça deviendrait du travail, enfin, un truc valorisé, quoi. Complètement. Ouais, ouais, non, ça ouvre plein de chakras sur, des demain impossibles et c'est vrai que l'IA, elle pose aussi enfin le la surutilisation, la survente, Mmh. de l'IA va nous remplacer. Elle pose aussi cette question-là, c'est pourquoi on travaille en Mmh fait? mh. Et là, on en revient vraiment à des questions philosophiques, parce que, bah, oui, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie? Et faire quelque chose de sa vie dont on est fier, quelque chose qui a du sens, bah, on l'a constaté aussi en 2019-2020-2021. Après cette espèce de silence quitting, quiet quitting, où les gens ont tout lâché et ont dit: «Non, mais Mmh. en fait, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas d'accord avec la vision de l'entreprise, je ne suis pas d'accord avec ce capitalisme effréné, je ne suis pas d'accord avec cette hyperproduction de choses dont les gens ne veulent plus consommer». Enfin, tout ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens. Alors je dis pas d'en revenir au tissage de sa tuque et de son t-shirt, mais il y a un équilibre à trouver dans tout ça quand même. Qu'est-ce qu'on veut faire qui soit utile? L'IA, elle apporte pas de solution à quelque chose qu'on sait pas faire. Non, La traduction, on sait très bien faire humainement. Elle apporte rien de nouveau. Alors c'est rigolo une machine qui fait semblant de faire ce que tu fais, mais déjà elle ne connaît pas ce que je fais, donc elle ne le fait pas et en plus ce qu'elle fait n'est pas bien fait. Mais pourquoi priver les humains mmh, de quelque chose qu'ils et elles font bien, avec plaisir? oui. Enfin, quel est le but? Quel est le but? Le problème, c'est qu'en bout de chaîne, ce qu'ils n'arrivent pas à faire avec l'IA ou n'importe quelle mécanisation, Mmh, on fera plus. Parce que tu parlais des métiers à tisser au début, mais je ne sais plus quel type de tissage, j'ai pas retenu le nom, mais il y a des types de tissage ou de tricotage que la machine n'a jamais réussi à reproduire. Donc des trucs, tu te dis: «Ah la mamie elle tricote», bah ouais, mais la mamie elle sait faire des trucs que les métiers à tisser savent pas faire. mmh, Et ben on fait plus. bien sûr. C'est pas Mmh, on a essayé de mettre des nanas, parce que ça coûte extrêmement cher si tu payes un salaire horaire à quelqu'un qui tricote, faut genre 80 heures pour faire un pull, enfin imagine le prix que ça mmh, coûterait. Bah du coup on fait plus. Et ça va être pareil pour le reste, faut pas se mmh, leurrer. bien sûr. Et il y a une perte au-delà, oui, de savoir-faire Mmh, et de produits qui est produit avec ce savoir-faire, puisqu'on va faire on voit bien nos fringues, elles ressemblent plus à rien. mmh, Elles tiennent, pas 5 minutes. «Toi, tu as des trous sur ton t-shirt». «Bah oui, mon chat m'a fait un câlin, j'ai 4 trous, c'est fini». Enfin, mmh, on n'a plus
on perd, enfin, c'est ça, d'habitude, on dit, quand quelque chose arrive, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. Mais là, c'est l'inverse. Les gens, ils savent pas ce qu'ils gagnent, mais ils Mmh. voient pas ce qu'ils perdent non plus. Mmh. Et c'est ça qui est peut-être un peu dommage. Non, il y aurait plein de choses à dire sur, l'intégration, capitaliste, de ce qu'on essaye de nous vendre, de c'est voilà, moi cet imaginaire-là, il me plaît pas du tout. Ça peut être rigolo 5 minutes, mais déjà il est écocidaire donc le simple fait effectivement de détourner un personnage Ghibli ou de faire dire à Trump, ou à Macron quelque chose, qu'il a jamais dit, bon voilà, ça peut être rigolo et ça fait partie aussi du droit de la presse, par exemple de, Mmh. je sais plus quel est le terme exact, mais de se moquer quoi, de faire de l'humour. La satire, ouais, peut-être, mais oui, oui. Ouais, voilà, donc bon, ça pourquoi pas, mais il faut pas oublier que c'est 1/2 litre d'eau par requête, hein, donc Et ça, ça on l'oublie, c'est écocidaire. c'est ça, et c'est totalement ça, mais en plus, c'est: «Ah mais c'est rigolo», par exemple, pas la traîne des starter packs, c'est rigolo quand même. Oui, mais ça a été détourné, par exemple, qu'il y a un mec qui détournait l'image de, Gisèle Pelicot pour vendre des, j'ai même pas, tu vois, mon cerveau n'a pas imprimé, mais c'était, enfin, des trucs vraiment dégueulasses, quoi, des incitations au viol. C'est extrêmement sexiste, les deepfakes, les machins. Que soit tu vas avoir des applications pour Mmh, déshabiller les filles, soit pour les mmh, rhabiller si elles sont trop déshabillées. Enfin, c'est un outil de contrôle, atroce, quoi. mmh. Et c'est ja Oui, et la dérive est jamais loin, et elle est pas encadrée parce qu'on non. fait plus de modération maintenant, Mmh. c'est surfait la modération, ça coûte trop cher. Oui, puis le droit a du mal à suivre parce qu'effectivement la programmation informatique de toutes ces simulations-là, sont beaucoup plus, rapides et le droit, il s'installe dans du temps long, donc la législation autour de tout ça, elle met beaucoup, beaucoup de temps et bon, je vais pas revenir sur les plaidoyers et les influences, diverses et variées des groupes de pression, mais Aussi, c'est difficile de légiférer rapidement sur des sujets, aussi profondément humains. et on est au sans ça, on hérite aussi du retard précédent, parce qu'on aurait pu très bien s'appuyer sur le cadre juridique actuel si on avait eu un cadre juridique digne de ce nom. Mais comme il y a 10 ans ou 15 ans, quand, internet s'est vraiment popularisé, ils ont décidé que les gens qui hébergent les sites ne sont pas responsables des contenus hébergés, typiquement les réseaux sociaux, n'importe quel site. Et donc du coup, bah maintenant c'est pareil, ils sont pas responsables de ce que tu fais. On reste sur un précédent juridique qui était déjà à chier, et on fait que accumuler des problèmes, quoi. Enfin, et effectivement, la seule réponse qu'on voit politique actuellement, c'est: «Ah, il faut que l'UE soit plus forte en termes d'IA». Oui, oui, non, bah, ouais, pas forcément. Enfin, moi, la plateformisation, hein, que tu mentionnes pour, bah, du coup, pour la presse, pour les médias, pour les échanges, mais aussi pour le travail, hein, que ce soit, les types de VTC, Uber ou que ce soit la plateformisation de la traduction aussi ou des travaux, des graphistes, des freelances. C'est pareil, c'est de la mise en contact. Donc cette espèce de, Mmh, mmh mh. d'euphémisme de la mise en contact, clientèle, fournisseur, mais en fait, elle est fausse parce que, bah, du coup, personne ne paye de cotisations sociales. On sort complètement de la protection du salariat, donc cotisations sociales, protection, effet de masse, solidarité, syndication, et cetera. Tout ça est complètement perdu et évidemment que ça va dans le sens, bah, du capitalisme débridé, débridé, parce que tout le monde est corvéable à merci. On a vu au Royaume-Uni les contrats 0 heure de travail. Là, on est à fond là-dessus. D'ailleurs, si tu veux rajouter, dans ta liste, le dernier film de Ken Loach, qui passe sur Arte en ce moment. Le titre m'échappe, mais voilà, qui parle aussi de plateformisation. C'est une sortie du salariat, c'est une sortie de la protection. C'est, voilà, c'est débridé, c'est déshumanisant. On remettra. Mmh. Mmh. On détruit tous les emplois, et après on détruit aussi le chômage. Là maintenant enfin maintenant, non, ça fait un moment qu'ils tapent dessus, mais c'est de pire en pire là, les libéraux qui veulent supprimer complètement le chômage, et ça va aussi avec une déshumanisation des personnes qui bénéficient des allocations chômage. Ce serait, enfin, il y a plein de, c'est des assistés, machin et tout, c'est complètement Mmh. faux. Mais c'est le discours que ceux qui décident, c'est toujours pareil, c'est pas nous qui décidons. Nous, on sait bien que les chômeurs, ils sont pas glandus. Mais et puis de toute façon, le chômage, c'est une assurance, tu y as droit. Bon, mais c'est le discours qui domine, et qui est surtout repris par les gens qui ont jamais été dans ces situations-là et qui ont pas de problème. Et après, voilà, on se retrouve sans rien. Mais moi, je me dis,
est-ce qu'ils réfléchissent 2 minutes? Parce que si on est tous là complètement fauchés, sans aucune ressource, ni rien du tout, heu, ils croient que c'est qui va consommer exactement? Enfin, je veux dire, c'est bon, on va tous crever de faim, pouf et puis il va rien enfin, il y a pas de il y a pas de pensée à long terme dans ces systèmes. C'est juste là, tout de suite, maintenant, on arrive ce trimestre à faire je sais pas combien de pourcentage et voilà, c'est tout ce qui compte. Mmh. Non, mais on revient, je pense que dans cette vision-là, il y a une vision de la dépendance par rapport à la dette. C'est-à-dire, je te prête de l'argent parce que je suis magnanime, tu vas pouvoir acheter les biens, que tu as produits et de toute façon, c'est moi et mon groupe d'actionnaires qui en bénéficient. Donc enfin, moi vision simpliste, hein, mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. La plateformisation, elle profite effectivement à quelqu'un, pas aux gens qui Ah oui, travaillent, oui. mais voilà donc là aussi, je pense que c'est bien d'aller fouiller un petit peu dans l'existant, des imaginaires différents Mmh mh. et la remise en cause de ce discours, marketing auquel on est exposé, au point de au point que c'est difficile, c'est très difficile d'en sortir, Très dur. de faire preuve d'esprit critique, de comprendre tous les mécanismes qui sont derrière, parce qu'il y a une espèce de mainstream là qui va tout dans le même sens. C'est vraiment difficile d'aller à contre-courant. C'est très, très difficile. Et quand tu vois aussi les c'est apprendre vraiment à se poser les bonnes questions parce qu'un des arguments marketing pour vendre, hein, donc c'est pas ça veut pas dire que c'est vrai, mais c'est pour vendre. On va te dire que tu vas gagner du temps, mais la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce temps-là? Si ce temps-là, il faut juste le remettre dans la machine pour reproduire plus, et cetera. Parce qu'après tout, imaginons aussi, bon, faisons abstraction du côté écologique 2 minutes, imaginons, ah bah oui, il y a plein de choses qui sont automatisées et puis tout le monde bosse 2 heures par jour et puis on a un salaire toujours qui permet de vivre, enfin déjà, c'est pas le cas maintenant, mais bref, un salaire qui permet de vivre, correctement, payer son loyer, partir en vacances, s'occuper de ses gosses, machin. Admettons, mais c'est pas ça qui se passe. Non. Si tu as un gain qui est fait, il va être fait pour ton patron, pour l'entreprise ou pour les Mmh. actionnaires, qu'il y a derrière. Mais toi, tu vas rien gagner, tu vas juste, Mmh. te déshumaniser puis te Non, non, cette course-là n'a pas de sens. La course à la progression, quantitative, elle a pas de sens. On devrait je trouve qu'on a un niveau suffisamment avancé de civilisation pour s'intéresser à la qualité plus qu'à la quantité. Or, le capitalisme ne nous parle que de quantité. ah bah oui. Donc Mmh mh. voilà, donc moi mon imaginaire, il est beaucoup plus tourné vers la qualité. Voilà et l'IA en fait pas partie. On pourrait peut-être finir par ça pour parler d'imaginaire et donc peut-être d'art en général. Déjà, est-ce que l'IA, c'est de l'art? Vous avez 4 heures, on a qu'à mettre ça au bac philo, mais moi j'aurais tendance à dire non, mais j'ai toujours été mauvaise en cours de philo. Je sais plus qui avait dit à un moment que, ChatGPT a pas de trauma d'enfance et que finalement c'est les traumas d'enfance souvent qui font l'art. Enfin, il y a pas que ça évidemment, mais ça il y a ce côté voilà, l'humain n'est pas juste un cerveau, des pensées, de la raison. Je sais que je le dis à peu près un épisode sur 2, mais je martèle. On est à la fois un corps et un esprit, des émotions des émotions et de la raison. Tu peux pas faire de l'art avec juste, des 0 et des 1, c'est-à-dire les lignes, qu'il y a derrière l'ordinateur, parce que l'informatique, c'est toujours des 0 et des 1. Ça n'a rien d'autre que ça. Et ouais, et comment on peut avoir des imaginaires riches si on reste sur les 3 mêmes, Ouais, ouais. pas ce que tu en penses toi? Est-ce que ça te fait rêver de lire des livres, générés par ChatGPT? Ben non, 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 ça me fait pas du tout rêver. Ça n'ensemence pas du tout, ma fin de vie. Ça n'ensemence pas du tout ce que je projette ou ce que je souhaite pour, les générations à venir. Je pense on a au contraire beaucoup d'autres expériences à faire de solidarité, de communalité, je sais pas trop comment le tourner. Bon, le communisme en tant que tel a montré quand même enfin le soviétisme a quand même fait la preuve qu'il Voilà, y avait quelques trous dans la raquette, donc on va parvenir à ça. Mais enfin après j'aimerais bien voir la fin du capitalisme quand même, quoi. mais après le communisme, c'est vrai que alors on pense Union soviétique, mais là je suis en train de lire un livre, vous inquiétez pas, on va en reparler quand je l'aurai fini et où il Je explique le sens. que, en fait, le communisme, il faut pas le voir comme un système politique global et cetera, mais comme en fait, le communisme, c'est des choses qu'on fait tous les jours, comme on fait les hiérarchies et comme on fait les échanges et pour lui, c'est 3 modes d'organisation de la société et c'est pas,
l'un ou l'autre. C'est qu'à un moment, selon le contexte, tu vas être en communisme ou en hiérarchie ou en échange. Par exemple, dans un truc commercial, tu es en Mmh. échange. Si tu es avec un patron ou un roi, parce qu'il parle de manière très générale, tu vas être en hiérarchie. Mais si tu es avec ta voisine, tes enfants, tes parents, tes copains, machin et tout, tu es en communisme. Dès que vous faites quelque chose, Mmh. ou vous demandez pas quelque chose direct en retour, etc., ou vous n'êtes pas en train de donner un ordre, en fait, fondamentalement, c'est du communisme, mais c'est pas un système politique, mais ça reste que ça peut être une valeur fondamentale. Tu te dis, tiens, je vais essayer d'être communiste dès que c'est possible. Tiens, dès que je vais faire du bénévolat à la bibliothèque, je mets en commun mon temps, mon énergie, mon savoir, machin. Mmh. C'est du communisme parce qu'il n'y a pas d'échange commercial, il n'y a pas de hiérarchie. Enfin bref, il faut justement se réapproprier ces termes-là pour pas être dans le ah mon Dieu, le Red Scare, comme ils disent là, de ah, c'est terrible, on va tous mourir. Mmh. Et d'arrêter de penser qu'il y a un juste l'un ou l'autre en fait. Il y a juste Staline ou Trump. Enfin, c'est pas- c'est un peu plus la vie est plus compliquée que ça. Et c'est vachement intéressant. Mais il y a plein de choses très, très intéressantes à lire sur, les expériences de commun, en fait. Mm, C'est mm. vrai Mais que c'est ça. Mais le problème, on en revient toujours au même problème, c'est que bon, déjà là, en l'occurrence, la rémunération de toute la création, elle est à chier. Mais on va pas vers le beau encore plus, et on voit encore là l'intérêt de mettre en place des systèmes beaucoup plus solidaires, comme le salaire mmh, à vie. Parce que bah, du coup, tu pourrais prendre le temps de créer ce que tu as à créer, etc. Et de vivre dignement avec ça. Pas, au lieu d'être condamné à crever de faim parce que tu veux écrire ton bouquin. ouais, Et déjà d'avoir le privilège de pouvoir le mmh. faire. Non, non, il y a plein de choses à penser. Moi, je préfère, Mais oui. mon imaginaire avec, cette, conception du commun, de solidarité, de l'autre loi de la jungle aussi, enfin voilà, il y a des choses à penser et à mettre en pratique parce que voilà, il faut pas que ça reste un exercice, Mm. mental, à mettre en pratique aussi. Moi, je suis dans un petit village, voilà, je pense que le commun, la solidarité, bah, c'est là Oui, aussi, oui. quoi. Et pas attendre d'avoir la solution parfaite ou le grand soir. Si on en parlait dans le dernier épisode, Mmh. le grand soir, les grandes révolutions, sortir les fourches, après tout, pourquoi pas, mais ça suffira pas. Il faut aussi décoloniser nos imaginaires, donc les fameuses hégémonies culturelles dont on parlait, et d'arrêter de se dire, bah oui, mais ça va de soi, c'est comme ça, ils visent et tout. Bah oui, mais non, en fait. Pas forcément. Mais par contre, si on fait que le répéter, ça devient vrai. Mais Mmh. On a le droit d'interroger la norme. oh là oui. Elle aime pas ça, la norme, mais bon, tant pis pour elle. Et c'est pas ChatGPT qui va interroger la norme. Ah non, Pas ChatGPT qui va t'expliquer ce que c'est que enfin, t'expliquer comme je viens de le faire, ce que peut être le communisme. non. Il va te dire, c'est 300 millions de morts ou je sais plus combien c'était le chiffre, je suis très mauvaise. Ne me citez jamais quand je dis des chiffres. Mais il va pas penser à combien de milliards de morts il y a avec le capitalisme, parce qu'on l'a jamais chiffré. Mais à chaque fois qu'il y a une usine qui s'effondre, je sais pas, au Bangladesh, c'est des morts du capitalisme. Quand on a des gens qui font des burn-out et qui meurent précocement, ou des gens qui atteignent pas l'âge de la retraite parce qu'ils Mmh, sont tués au travail, c'est aussi des morts du capitalisme. Et je pense qu'on est à plus de 300 000, mmh. 300 millions, je sais plus, voilà, chiffre. Et ils vont pas te le dire, ça, parce qu'ils ont pas intérêt. Non, c'est sûr. Bref, on a des jolies choses à construire. Après cet épisode fleuve, est-ce que tu as autre chose que tu penses qu'on a oublié? Ah ben, il y a plein de ramifications dans ce qu'on s'est dit, toutes les 2 aujourd'hui, Claire, qui mériteraient des épisodes entiers C'est de vrai. podcast. Mais oui, voilà, moi, je veux bien finir sur cette note positive des communs qui restent à redécouvrir, et à construire à l'échelle, locale, voilà, en petits colibris autour de nous. Et donc pour les gens qui sauraient pas trop, par quelle boule prendre, ou pour qui c'est nouveau ces histoires de commun, est-ce que tu aurais une ressource, un livre, un film, j'en sais rien, une vidéo, peu importe, que tu aurais envie de recommander? Non, mais le travail de Starhawk, par exemple, il est très intéressant sur, les phénomènes, sur les groupes et les organisations, Mmh. politiques au sens, noble, pas au sens partisan, mais au sens, des féministes des années 80. Starhawk, elle a fait beaucoup, beaucoup de travail sur ces communs-là. Bernard Friot, donc, on est d'accord, toutes les 2. Mmh. Voilà, pour des aspects un peu constructifs.
Donc on mettra tout ça, sur le blog et peut-être même, quelques autres articles. Mmh. Moi j'ai bien envie de recommander alors ça parle pas spécifiquement d'IA, mais justement c'est là qu'on voit toute l'idéologie derrière et la politique et elle parle un petit peu d'IA, mais c'est pas son sujet, mais c'est L'âge du capitalisme de surveillance de Shoshana Zuboff, dont on a déjà parlé à un moment. Où justement elle rappelle il faut pas cibler l'outil, c'est se tromper de cible, mais elle montre comment l'idéologie derrière est extrêmement mortifère et comment résister, etc. Et l'autre dont on avait parlé ensemble en préparant, c'est Les ingénieurs du chaos de Giuliano d'Ampoli, qui montre comment les algorithmes sont utilisés pour influencer les gens dans les élections et pour piller les élections en fait. Ça va pas trop parler de l'angle de la démocratie, on n'a pas eu le temps, c'est pas grave, une autre fois, on reviendra parler démocratie. Mais ça montre aussi cette question, voilà, comment est-ce qu'on peut penser sérieusement avoir une démocratie quand on a ce genre de système. Donc ça peut être aussi une lecture intéressante. Et sinon, si tu n'as rien d'autre à ajouter, je te remercie d'être venu geeker avec moi sur, sur Bernard Friot et l'intelligence. Merci à toi. Merci Claire pour ton invite. Je mettrai, est-ce que tu as, oui, si tu voulais citer ton site. Oui, bah, Translature, voilà, la formation français inclusif s'appelle Écrire sans exclure et vous trouverez sur le site, Translature, plein de ressources gratuites, de choses à lire, voilà, des petites graines à semer. Super. Donc, Merci le lien beaucoup. sera aussi sur le blog et partout. Donc, merci beaucoup et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir Claire. Voilà pour le filament du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Tu peux soutenir le podcast sur Tipeee, ce qui m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres, mais aussi des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, tu peux lui mettre 5 étoiles pour aider d'autres à le découvrir. Merci beaucoup!